Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux fonctions malloc et calloc. Alors nous connaissions déjà malloc, qui est donc une fonction de la librairie qui alloue de la mémoire de manière dynamique. Ça signifie donc que la mémoire est allouée pendant l'exécution du programme. Alors malloc allouait un bloc de mémoire d'une taille donnée en octets et nous renvoie un pointeur vers le début du bloc, mais elle n'initialise pas la mémoire allouée. Ça veut dire que si on essaye d'accéder au contenu du bloc mémoire avant l'initialisation, nous obtiendrons soit une erreur de segmentation, soit des valeurs résiduelles que nous ne pouvons pas prédire. Au contraire, calloc alloue également la mémoire, de la même manière que malloc, mais va en plus de ça initialiser le bloc de mémoire alloué à 0. Donc si on essaye d'accéder au contenu de ces blocs, nous obtiendrons 0. Alors au niveau des arguments, il y a une légère différence, c'est que malloc prenait la taille en octets de la mémoire à allouer. Par exemple, si nous voulions faire un vecteur de taille 10 de int, nous faisions 10 fois size of int, tandis que malloc prend deux arguments, séparément le nombre de blocs à allouer et la taille de chaque bloc. Donc ici, ce sera 10 et size of int. Dans les deux cas, la valeur de retour après une allocation réussie, c'est un pointeur vers le bloc de mémoire. Sinon, la valeur nulle est retournée, ce qui indique l'échec de l'allocation. Nous avons ici un exemple qui va donc faire une boucle 4 fois. Et 4 fois, nous allons faire une demande d'allocation de mémoire pour un tableau de int de taille 10. Nous allons imprimer l'adresse mémoire retournée par malloc. Et nous allons ensuite parcourir ce tableau pour à chaque fois imprimer la valeur que nous trouvons avant initialisation en mémoire à cette adresse mémoire là. Nous allons augmenter cette valeur de 1 et ensuite la réimprimer. Donc ça va être la valeur initiale, 2 points, la valeur augmentée de 1. Une fois que nous avons fait ça pour tous les éléments du tableau, nous allons libérer l'adresse mémoire. Et ensuite, nous allons faire ça donc 4 fois, pour à 4 fois redemander la mémoire et voir ce qu'on obtient. Alors, faisons tourner ce programme. Nous voyons que lors de la première étape de la boucle for, nous avons donc trouvé en mémoire, sans initialiser, la valeur 0, 0, 10 fois 0. Et à chaque fois, nous allons donc ensuite augmenter cette valeur de 1 pour l'amener à 1. En regardant cette première ligne, on pourrait penser que malloc a bel et bien nous a retourné un pointeur vers une adresse mémoire et qu'ensuite le bloc mémoire apparaît être entièrement initialisé à 0. En fait, ici, c'est juste un hasard, c'est parce qu'on a récupéré de la mémoire qui soit avait été utilisée précédemment et mise à 0, soit qui était fraîche et qui n'était pas encore utilisée. Nous voyons que dans les prochaines étapes de la boucle for, nous redemandons de la mémoire à nouveau après avoir libéré la mémoire précédente. Et on voit que même si la mémoire a été libérée et que c'est la nouvelle qui a été demandée, elle n'a pas été partout initialisée à 0. Nous voyons que pour les 6 derniers éléments, la mémoire a gardé la valeur résiduelle de l'utilisation précédente. Et donc nous avons trouvé 1, et puis 2, et puis 3. Si jamais nous utilisons calloc au lieu de malloc, donc c'est le même bout de code où juste malloc a été remplacé par calloc, nous allons tourner ça. Voyons que dans le cas du calloc, la mémoire, peu importe l'étape de la boucle for dans laquelle nous nous trouvons, est bien toujours initialisée à 0. En conclusion, vu que calloc fait une initialisation en plus que malloc, malloc va donc être plus rapide que calloc. Il est donc préférable d'utiliser calloc uniquement s'il est vraiment nécessaire d'initialiser la mémoire à 0 et d'être sûr de la valeur que l'on va trouver initialement dans la mémoire. Si on veut juste copier quelques trucs ou faire quelque chose qui ne nécessite pas de remplir des blocs avec des zéros, malloc serait donc un meilleur choix. Nous allons maintenant vous parler de la fonction memcopy. Cette dernière, comme son nom l'indique, permet littéralement de copier de la mémoire. On voit ici son intitulé, les trois éléments qu'elle prend en argument. Dest, pour la destination, est un pointeur vers la position de départ d'un bloc de mémoire, où le bloc de mémoire pointé par le second argument, src, la source, sera copié. Les pointeurs sont déclarés ici comme des voids, donc n'importe quel type de bloc mémoire peut être copié. Et le troisième argument, count,
et donc la taille du bloc de mémoire en octets qui sera copié. La valeur des deux pointeurs dest et src doit être telle que deux blocs de mémoire ne se chevauchent pas. Alors, en effet, la taille des blocs de mémoire de la source et de la destination doivent être au moins de la taille du troisième argument pour éviter des situations de chevauchement. Si jamais les deux blocs se chevauchent, le comportement devient alors indéfini, le comportement de la fonction. Lorsqu'il y a une possibilité de chevauchement, vous pouvez aussi utiliser la fonction memMove, où là ce cas-là est bien défini, mais la fonction memMove est plus lente que la fonction memCopy. Alors il faut également faire attention au fait qu'aucun test sur une valeur éventuelle nulle de retour n'est réalisé pour stopper la copie. Donc seule la taille du bloc sera considérée. Il n'y a rien qui va arrêter la fonction. Si la source ou la destination est accédée au-delà de leur longueur déclarée, le comportement de la fonction memCopy devient également indéfini. Alors nous avons ici un petit programme exemple qui va nous permettre de comparer l'efficacité entre deux méthodes pour copier le contenu d'un vecteur, utiliser une boucle for ou utiliser un memCopy. Alors, nous commençons ici par initialiser un tableau source comme étant un très grand tableau dont chaque entrée correspond simplement à l'index du tableau, et nous voulons le copier dans un nouveau tableau qu'on va appeler destination. La première méthode ici est de simplement faire un malloc pour allouer un tableau de la même taille et de recopier entrée par entrée les éléments du tableau source dans le tableau destination. Utilisons ici une petite fonction qui s'appelle timediff qui va nous permettre de calculer le temps que cette opération a pris lors de l'exécution. Et nous faisons ici maintenant la même chose, mais en utilisant la fonction memCopy. Lorsque nous faisons tourner cela, on voit ici que memCopy est bien plus rapide que la fonction via la boucle, que la méthode via la boucle for. Ici quasi de 30% plus rapide. Donc en conclusion, memCopy doit donc être utilisée avec précaution parce qu'elle dépend uniquement de la bonne utilisation de l'utilisateur et ne fait pas de vérification que la mémoire est bien dans les limites de ce qui est demandé, mais elle permet de copier de la mémoire de la manière la plus rapide possible.